Cours 13, extrait de Physique-Chimie TSTI 2D aux éditions de Lagrave, oxydoréduction, pile, accumulateur et pile à combustible. Alors, quelques révisions de première. Un oxydant, c'est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons. Alors qu'un réducteur, c'est une espèce chimique capable de céder, libérer un ou plusieurs électrons. Alors pourquoi est-ce que certains atomes peuvent être capables de gagner ou perdre des électrons? C'est une histoire de couches électroniques. Donc si ici il y a le noyau avec ses charges plus, on peut représenter des couches électroniques comme ça avec sur la première couche 2 électrons et sur la deuxième couche il y a la place jusqu'à 8 électrons et l'atome est relativement stable quand la couche est pleine. Il existe un atome, donc là on a 10 électrons, il existe un atome qui est le sodium qui est caractérisé par Z égale 11. Le sodium a un électron qui est tout seul ici. Et bien en fait il a la possibilité de perdre cet électron parce qu'il est assez peu lié au noyau et dans ce cas-là le sodium va devenir l'ion sodium, donc il a toujours son noyau avec ses 11 charges plus, sauf que là du coup il a les deux électrons qui sont sur la couche interne et il a 8 électrons qui sont ici. Ça, on a l'ion Na+. Alors l'ion Na+, lui, a la capacité de reprendre un électron, puisqu'ici il y a cette couche libre, et reprendre l'électron qu'il avait perdu. En fait, le sodium libère un électron et donne l'ion Na+, mais on peut aller dans le sens d'une réduction, c'est-à-dire, non, d'une oxydation, c'est-à-dire d'une perte d'électrons dans ce sens-là, ou on peut aller dans l'autre sens, dans le sens de la réduction, où on regagne l'électron pour revenir à l'atome de base. Donc voilà comment une espèce chimique peut être oxydante ou réductrice, enfin du moins il y a des espèces chimiques qui ont la facilité de gagner ou capturer un ou plusieurs électrons et donc on va les appeler des oxydants ou des réducteurs. La réduction, comme on vient de le dire, c'est le passage de l'oxydant au réducteur tel que, alors l'oxydant gagne un certain nombre d'électrons et il devient le réducteur. Il devient un réducteur parce que ce réducteur est lui-même capable de redevenir l'oxydant en reperdant les électrons. Donc une oxydation, c'est le passage du réducteur à l'oxydant, tel que réducteur, c'est ce qu'on vient de dire, devient oxydant en perdant plusieurs électrons. Un ou plusieurs électrons, ici N pour généraliser. Donc on peut nommer ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur, qui est l'ensemble d'un oxydant et d'un réducteur d'un même élément chimique qui se transforme l'un en l'autre par transfert d'électrons. On dirait ici que le couple Na-Na+, forme un couple oxydant-réducteur. Et donc on a l'oxydant plus un certain nombre d'électrons qui va être un réducteur. Alors par exemple, l'ion Cu2+, récupère 2 électrons et devient le réducteur. Alors l'ion Cu2+, il est en solution aqueuse, c'est lui qui donne la couleur bleue à la solution de sulfate de cuivre, alors que le cuivre métallique, lui, a tous ses électrons et n'est pas chargé. Le cuivre métallique est le réducteur, l'ion cuivre 2 serait l'oxydant. Une réaction d'oxydoréduction est une transformation chimique au cours de laquelle il y a transfert d'électrons du réducteur ou du couple OX-RED1 OX-RED2 vers l'oxydant du couple OX-RED1, selon l'équation. Alors en fait, imaginons qu'on ait ici un autre couple Zn. Alors je vais l'écrire dans l'autre sens. Non, Zn2 plus 2 électrons qui va donner aussi l'atome de zinc, c'est-à-dire le métal zinc. Qu'est-ce qui se passe si on met en contact l'ion Cu2+, et le métal zinc? Eh bien, il y a une espèce chimique qui peut prendre 2 électrons pour devenir du cuivre, mais là, il y a du zinc qui, lui, s'il se fait piquer ses électrons, il va devenir des ions zinc. Et donc, il y a une espèce de lutte, même s'ils ne se bagarrent pas, mais en fait, il y a concurrence entre ces deux
entre ces deux espèces chimiques pour savoir qui va avoir l'électron. Est-ce que c'est le Cu2+ qui va récupérer pour devenir cuivre, ou est-ce que c'est Zn qui garde ses électrons et qui ne devient pas Zn2+? Eh bien, tous les métaux peuvent être classés selon un classement du plus oxydant vers le plus réducteur. Et en fait, à ce petit jeu-là, c'est le cuivre qui va être plus fort que le zinc. Donc le cuivre va réagir avec le zinc et ils vont donner Zn2+ et Cu2+, c'est-à-dire que Cu2+ peut réagir directement avec le zinc. Donc en fait, il lui pique ces deux électrons et il devient, dans ce cas-là, l'atome de cuivre en laissant le zinc dépouillé de ses deux électrons. Voilà une réaction d'oxydoréduction. Alors une pile, c'est quand on se débrouille pour essayer de tirer parti de ce transfert d'électrons de l'oxydant vers le réducteur. Alors ça a déjà été vu en première, mais nous allons détailler tout ça. Nous allons revoir tout ça en détail en terminale. Donc simplement, il y a une électrode, l'électrode moins de la pile, c'est celle où se déroule l'oxydation. C'est-à-dire c'est celle où on a une espèce chimique ici qui va perdre des électrons. Donc on va avoir beaucoup d'électrons ici. Le surplus d'électrons va pousser les électrons du fil. Et par contre, ici à la cathode, on a une réduction, c'est-à-dire que l'espèce chimique récupère les électrons qui arrivent ici pour donner le métal. Et donc le métal cette électrode du coup va grossir, tandis que celle-ci va rétrécir. Il y a le pont salin au milieu, dont le but est de rétablir la neutralité électrique, parce que si au bout d'un moment il y a formation ici d'ions positifs, et ben, au bout d'un moment, en fait, ça va être de plus en plus difficile. Ces ions positifs vont retenir les électrons. Ça va être de plus en plus difficile pour la pile de fonctionner. Elle va s'arrêter. En mettant un pont salin, on va avoir une circulation d'anions, donc d'ions négatifs dans un sens, et de cations, d'ions positifs dans l'autre, qui vont rétablir la neutralité électrique et permettre à la pile de continuer à fonctionner. Alors, on va revoir ceci ici, donc on ne réexplique pas, c'est exactement le même phénomène. Donc, à l'électrode négative intervient le couple Mn1, donc N+, donc ça c'est d'une manière générale, cette électrode moins, c'est celle où se déroule l'oxydation, puisque c'est une perte d'électrons qui vont aller dans le fil. Et donc, cette perte d'électrons, cette oxydation va caractériser le fait qu'on appelle cette électrode l'anode. Alors il y a un petit moyen mémotechnique, c'est que le A de anode se retrouve dans oxydation, alors que de l'autre côté c'est la cathode et le C de cathode se retrouve dans réduction. Voilà le moyen mémotechnique pour se rappeler de tout ça. Donc de l'autre côté, du côté plus, eh bien c'est la cathode la cathode qui récupère les électrons qui arrivent ici et qui forment le métal. Alors, pour donner un exemple très classique de la pile Daniel, on a ici des ions Cu2+, on a ici donc une électrode en cuivre, on a ici une électrode en zinc et on a ici des ions Zn2+. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'atome de zinc perd ses électrons et devient Zn2+. Donc, la solution ici va devenir de plus en plus concentrée en ions Zn2+. Tant que l'électrode en zinc n'est pas complètement désagrégée, la réaction peut se faire. Les électrons circulent ici et quand ils arrivent ici, les électrons sont récupérés par les ions Cu2+, qui sont en solution, et ils vont pouvoir se déposer, parce que c'est devenu du cuivre solide, et ils vont pouvoir se déposer les uns après les autres sur l'électrode de cuivre. Donc l'électrode de cuivre va grossir. Par contre, la solution ici va s'appauvrir en ions Cu2+, et au bout d'un moment, quand il n'y aura plus d'ions Cu2+, ou quand il n'y aura plus de zinc, la réaction va s'arrêter. C'est ce qu'on va appeler le bilan de matière juste après. Alors, on a tout dit. De ce côté-là, donc la réaction qui se passe, on peut la réécrire. C'est que le zinc solide devient l'ion Zn2+, plus 2 électrons. C'est la même réaction que celle qu'on avait fait en introduction. Et donc là, on est en solution aqueuse. Alors qu'ici, c'est l'inverse. C'est l'ion Cu2+, qui récupère les 2 électrons qui arrivent par le circuit électrique
pour devenir du cuivre à l'état solide qui se dépose sur l'électrode. Alors, un accumulateur ressemble beaucoup à une pile. Il y a une anode, une cathode. Entre les deux, on a, une solution ionique. Alors, l'accumulateur le plus classique, c'est l'accumulateur au plomb, où on a deux électrodes qui sont en plomb, par exemple, et puis on a au milieu ici de l'acide sulfurique qui contient des ions H+, et des ions SO4 2-. Voilà. Alors, dans ce cas-là, dans un accumulateur, on a à l'anode un réducteur qui est oxydé, exactement comme au-dessus, et à la cathode un oxydant qui est réduit. L'accumulateur se décharge lorsqu'il est utilisé comme générateur. La réaction est spontanée lorsque le circuit est fermé et donc il se passe la même réaction qu'en dessus. Et quand un des deux réactifs a disparu, eh bien, on a dans ce cas la quantité, ça il faut revoir la notion de tableau d'avancement qui était vue dans le chapitre précédent, la quantité de matière du réducteur qui est consommée ici divisée par son coefficient stoichiométrique, elle est égale à la quantité de matière de l'oxydant qui a lui aussi disparu, divisé par son coefficient stoichiométrique. Et donc, ça c'est quand la réaction va s'arrêter, mais il peut y en avoir un des deux qui reste et qui est en excès. Par contre, quand il y a des réactifs qui se sont produits, c'est-à-dire que donc les réactifs qui ont été consommés ont formé des produits, et cette formation de produits, ça va être OX1, et la quantité de matière de OX1 elle va être telle que la quantité de matière d'OX1 sur le coefficient stoichiométrique C est égale à la quantité de matière du réducteur divisé par A, ou égale à la quantité de matière de l'oxydant ayant réagi divisé par B. Pour RED 2, on fait le même raisonnement. Voilà. Alors en TP ont été vues les équations précises qui concernent le fonctionnement de l'accumulateur au plomb. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on recharge l'accumulateur? On voit que c'est exactement l'inverse d'ici. Lorsque l'accumulateur est déchargé, donc les électrons partent du moins et vont vers le plus. Donc le courant, l'intensité du courant, comme les électrons sont négatifs, en fait on dit que le courant se déplace dans ce sens-là, bien que les électrons se déplacent dans l'autre sens. Le sens du courant, c'est un sens arbitraire, c'est un sens conventionnel et qui est le sens inverse du sens des électrons, puisque les électrons sont négatifs et que le courant, par défaut, on considère qu'il est positif. Alors on voit qu'ici, ça allait dans ce sens-là, et maintenant, en fait, on va faire passer un courant dans l'autre sens. Alors du coup, c'est le même schéma. Il faut refaire passer un courant dans l'autre sens. Oui, alors ici, en fait, ils ont inversé anode et cathode. Oui, en fait, c'est pas le même accumulateur qu'on recharge. Ils ont fait un dessin qui est complètement différent, et donc on fait exactement le même raisonnement, sauf que cette fois-ci on a une pile qui force le courant dans un sens, et donc comme les électrons, si le courant va dans ce sens-là, les électrons sont pris ici. Donc si les électrons sont produits, c'est que il s'y produit une oxydation, et donc c'est l'anode. De l'autre côté, c'est la cathode, et c'est une réduction. Bilan de matière dans une pile à combustible. Donc une pile à combustible, c'est un générateur dans lequel la production de l'électricité se fait grâce à l'oxydation à l'anode d'un réducteur et la réduction à la cathode d'un oxydant. Et l'oxydant, c'est souvent le dioxygène de l'air, et le réducteur, c'est souvent du dihydrogène. C'est pour ça qu'on parle de moteur à hydrogène ou de voiture à hydrogène. On devrait plutôt dire moteur à dihydrogène. Mais dans certains cas, le réducteur peut être du méthanol ou du méthane. Donc c'est des piles un peu plus complexes, mais qui peuvent tout à fait fonctionner.
Ce qui fait qu'en fait, on utilise ce qui normalement est un carburant, c'est-à-dire ce que normalement on fait brûler, ben, on peut l'utiliser pour en extraire un courant électrique, une énergie électrique. À l'anode, le réducteur du couple, alors H plus H2 est oxydé, alors qu'à la cathode, l'oxydant du couple est réduit. Donc on a les équations suivantes. H2 va se transformer en deux protons en libérant deux électrons. Et de l'autre côté, on a la moitié d'une mole, enfin la moitié d'un... en gros, on a le coefficient 1,5, mais on pourrait tout multiplier par 2. Ce coefficient 1,5 nous permet de garder des chiffres stoichiométriques simples, des coefficients stoichiométriques simples. Donc, on a la moitié d'une molécule d'oxygène qui réagit avec ces deux protons qui viennent d'être libérés de l'autre côté, plus les deux électrons qui vont reformer de l'eau. Sauf que l'astuce, c'est que entre les deux, entre l'anode et la cathode, on met un électrolyte dans lequel les électrons ne peuvent pas se déplacer. Les électrons sont obligés de faire le tour par un circuit. Donc, on va avoir ici le H2 qui va produire 2 électrons et 2 H+. Le 2H+, peut passer à travers l'électrolyte. Les deux électrons sont eux obligés de passer par le circuit électrique et c'est là qu'on utilise leur énergie. Quand ils reviennent ici, ils se recombinent avec les 2H+. Et dans ce cas, ils se recombinent avec les 2H+, plus la demi-molécule de dioxygène, donc un atome d'oxygène, pour former de l'eau. Voilà. Et donc, cette voiture va consommer du dihydrogène, consommer du dioxygène et produire de l'eau, et produire uniquement de l'eau. Elle ne produit pas de dioxyde de carbone, contrairement au moteur à essence. Voilà, un grand intérêt de cette pile est qu'elle a un bon rendement et qu'elle permet de produire, de produire beaucoup d'énergie électrique avec une réserve de carburant qui n'est pas très lourde ni très volumineuse. Par contre, l'inconvénient, c'est que le dihydrogène, on ne le trouve pas dans la nature, donc il faut le produire. Et actuellement, les filières de production de dihydrogène utilisent du méthane, donc des énergies fossiles, ou alors on peut aussi produire du dihydrogène par électrolyse de l'eau. Le problème, c'est que l'électrolyse de l'eau, ça nécessite de l'énergie électrique. Et comment est-ce qu'on produit de l'énergie électrique? Finalement, là pour l'instant, en France, c'est beaucoup à partir du nucléaire. Donc pour obtenir du dihydrogène, on est toujours un petit peu embêté parce qu'il faut soit faire tourner des centrales nucléaires, soit consommer des gaz qui sont des gaz fossiles comme le méthane.